Urgence totale. Que s'est-il passé à Arad pour que les bombes pleuvent ainsi? Comment Israël a-t-il vu tomber son 3e F-16 en pleine tentative d'interception? Et ce missile qui fonce vers Dimona, qui peut expliquer ça? Voilà des questions qui frappent fort, surtout face à des événements sur le terrain qui bouleversent comme jamais les forces et stratégies du Moyen-Orient. En moins de 2 heures, 2 frappes précises signées par l'Iran ont touché avec une exactitude inédite le cœur nucléaire de Dimona et la ville d'Arad dans le désert du Negev. Résultat, 5 constats majeurs surgissent, capables de réécrire à eux seuls la carte militaire et géopolitique de la région. La première de ces données réside dans le fait que les missiles utilisés ne sont pas des modèles exceptionnels ni des technologies secrètes comme celles promises par le corps des gardiens de la révolution islamique. Cela relève du passé. Au contraire, il s'agit de missiles conventionnels, familiers des systèmes de défense aérienne. Cela soulève d'énormes points d'interrogation sur l'échec de la technologie défensive israélienne à les intercepter. Soit nous sommes face à une amélioration radicale et silencieuse des performances des missiles traditionnels iraniens, soit les défenses aériennes que le commandant du CENTOM a officiellement décrites comme les plus sophistiquées au monde n'étaient tout simplement pas au niveau requis. Cette défaillance a poussé l'institution militaire israélienne à ouvrir des enquêtes urgentes et approfondies afin de comprendre les causes techniques et opérationnelles de ce fiasco. La deuxième question concerne la stratégie globale du corps des gardiens de la Révolution annoncée précédemment, visant à frapper systématiquement l'infrastructure des radars. Les Iraniens ont affirmé que la neutralisation des systèmes de détection, même si elle prend du temps, permettrait aux missiles d'atteindre leur cible avec une précision chirurgicale. C'est précisément ce qui s'est concrétisé sur le terrain dans le Negev. Selon des rapports secrets dont certaines parties ont fuité, il apparaît clairement que l'échec ne s'est pas limité aux batteries de défense aérienne de type dôme de fer ou fond de David, mais que ces systèmes n'ont peut-être pas fonctionné de manière adéquate ou n'ont pas pu retrouver leur pleine capacité opérationnelle après les bombardements ciblés ayant visé les centres de commandement radar plus tôt. Cela a rendu le ciel du Negev vulnérable et ouvert aux trajectoires des missiles balistiques iraniens. Ce succès iranien dans le franchissement du bouclier défensif a contraint Israël à modifier ses tactiques de manière désespérée en déployant des avions de chasse pour jouer le rôle de plateforme d'interception mobile. Cela explique le vol stationnaire et les patrouilles de plus de 10 avions dans une mission spécifique de poursuite des missiles lancés. Cependant, cette solution aérienne a été confrontée à une tactique iranienne basée sur l'épuisement temporel, consistant à lancer des missiles à des intervalles variant entre 30 minutes et 1 heure et demie, provoquant une usure physique et mentale des équipages de défense aérienne et un épuisement logistique des pilotes et de leurs appareils. Le développement le plus frappant et le plus choquant concerne la perte par Israël de 3 avions de chasse de type F-16 lors des tentatives d'interception. Selon des sources de renseignement, 2 avions ayant décollé de base en Jordanie et un 3e appareil venant de l'intérieur d'Israël se sont écrasés. La cause directe serait leur proximité extrême avec les missiles iraniens au moment de l'autodestruction ou de l'impact, ce qui a entraîné une projection de débris massifs et l'explosion des ogives lourdes touchant directement les chasseurs et provoquant leur chute immédiate. Cet échec de l'interception aérienne a été explicitement reconnu par les rapports de la 12e chaîne israélienne qui ont admis que les avions avaient échoué à 2 reprises à intercepter des missiles balistiques dotés de têtes explosives lourdes ciblant le sud. Cela a entraîné des impacts directs à Dimona et Arad, causant des blessés et des dégâts matériels considérables. Pendant ce temps, l'armée de l'air et le commandement du front intérieur mènent des investigations rigoureuses dans un climat d'inquiétude généralisé, car les missiles ayant transpercé les systèmes ne sont pas de nouvelles technologies, mais des vecteurs déjà utilisés par le passé. Ce qui constitue une alerte grave sur la capacité de toute future salve de missiles à atteindre le cœur des centres urbains et à infliger des pertes catastrophiques dans la ville d'Arad. La scène a été qualifiée de tragique après l'échec de 2 tentatives d'interception successives. Les autorités ont annoncé des pertes humaines importantes, incluant des dizaines de blessés, tandis que de nombreuses personnes se sont retrouvées piégées sous les décombres de 9 bâtiments lourdement endommagés par le souffle des explosions. Cette attaque directe sur Arad revêt des significations symboliques et politiques profondes. Cette ville, fondée en 1962, fut la première ville israélienne entièrement planifiée sur papier avant sa construction.
Elle abrite un mélange démographique de juifs russes, d'ashkénazès, de séfarades et de falachas éthiopiens. Aux côtés de la population bédouine arabe, son ciblage constitue un message iranien limpide de rejet du projet de colonisation dans le Negev et de la présence sécuritaire dans cette zone tampon. De plus, le fait que Arad soit géographiquement adjacente à Dimona et aux installations nucléaires israéliennes place la ville dans une zone de danger immédiat. Les registres indiquent que 31 personnes ont été blessées dans 12 zones entourant Dimona avec l'arrivée d'un 7e missile sur sa cible depuis minuit. Cela reflète une concentration iranienne intensive pour frapper le point le plus stratégique de l'État hébreu et briser le prestige nucléaire dont se prévaut Israël, surtout après les récentes attaques ayant visé des laboratoires de l'industrie nucléaire en Iran. La situation actuelle a poussé l'institution de défense israélienne, en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, à examiner des scénarios de sortie de crise ou de fin de l'opération militaire. Pour la première fois, l'armée évoque la réalisation de certains objectifs à Gaza d'ici quelques semaines, cherchant ainsi une porte de sortie honorable. Parallèlement, des scénarios alternatifs pour contrer l'Iran émergent, notamment la tentative de provoquer un soulèvement populaire à l'intérieur de l'Iran avec un soutien aérien massif américano-israélien, ou le recours à l'option de blocus maritime étouffant via le ciblage du détroit d'Ormuz et de l'île pétrolière de Kark. Cependant, cette dernière option se heurte à une menace iranienne de contre-attaque symétrique consistant à balayer la côte Mirati et à détruire les infrastructures critiques de Dubaï et d'Abu Dhabi, ce qui transformerait le conflit en une guerre côtière totale et globale susceptible d'embraser toute la région. Benjamin Netanyahou, sous pression colossale et perte manifeste de sang-froid, exige le lancement immédiat de l'opération maritime pour détourner le feu des missiles iraniens de l'infrastructure israélienne. En revanche, l'hésitation américaine demeure prédominante, notamment face aux avertissements indiquant que toute atteinte à l'île de Kark entraînerait une réaction dévastatrice touchant les alliés régionaux. Cela fait de la nuit enflammée du Negev le simple prélude d'une nouvelle phase de confrontation où toutes les lignes rouges ont été franchies et où le spectre d'une guerre régionale, nucléaire ou énergétique plane plus que jamais sur l'avenir du Proche-Orient. L'analyse des faits montre également que l'Iran cherche à établir une nouvelle équation de dissuasion nucléaire. En frappant les environs de Dimona, Téhéran répond directement aux opérations de sabotage menées contre ses propres installations de recherche. Ce cycle de violence technologique et balistique indique que nous ne sommes plus dans une guerre de procuration classique, mais dans un affrontement frontal, où les capacités de détection radar et d'interception de 5e génération sont mises à rude épreuve face à des tactiques de saturation. Le coût économique de chaque interception, s'élevant à des millions de dollars comparé au coût relativement faible des missiles iraniens, aggrave la crise pour le trésor israélien.